Bienvenue, Othman Nasrou. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, vous êtes vice-président du conseil régional, vous êtes élu d'opposition à Trappes, et vous vous présentez comme candidat à la présidence de la fédération LR des Yvelines, puisque Pierre Bélier, qui était président, cède sa place. Alors, on avait reçu ici votre concurrent, si je peux dire, Philippe Bennassaya, puisque vous êtes deux candidats. Les élections auront lieu le 26 et 27 novembre, en ligne, hein? Tout à fait, c'est un vote en ligne pour les adhérents LR des Yvelines. Alors, c'est vous qui avez annoncé le premier votre candidature à cette présidence. Philippe Bennassaya est venu par la suite. Alors, quand il est venu ici, il a dit, mais moi j'ai proposé au fond, que je commence et puis qu'il prenne ma suite. C'est vrai qu'il vous a proposé ça? Moi, quand j'ai fait cette candidature, je l'ai fait pour deux raisons. D'abord parce que j'ai considéré qu'il fallait absolument qu'on refonde la droite, que le travail à faire était colossal, et que l'idée qu'on pouvait continuer comme avant sans rien changer est une idée suicidaire pour la droite qui va disparaître si on ne se renouvelle pas et si on ne va pas au bout d'un certain nombre de convictions. Et donc j'ai été voir absolument tout le monde, y compris Philippe Bennassaya et vraiment tous les grands élus de notre département pour leur présenter ma démarche. Et j'ai tout de suite eu beaucoup de soutien et je souhaitais aussi travailler avec tout le monde. Et je vous le dis très simplement, au lendemain de cette élection, si je suis élu, je travaillerai naturellement avec absolument tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qui vous réunit? Après tout, vous êtes présentés ensemble dans la 11e circonscription des Yvelines aux législatives, lui comme candidat et vous comme suppléant, et vous avez été élu, hein, donc vous avez déjà travaillé ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous unit, qu'est-ce qui vous distingue? Pas dire qui vous sépare, qui vous distingue. Oui, parce que moi je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Je considère qu'aujourd'hui, vu l'état du pays, on a besoin d'une droite qui soit courageuse, qui aille au bout d'un certain nombre de convictions, qui y arrête d'être dans l'eau tiède ou de se cacher derrière son petit doigt. Et il faut qu'on se renouvelle. Et donc c'est pour cela que je porte cette candidature avec beaucoup de soutien, avec quelqu'un comme François-Xavier Bellamy dans ce département, qui pour moi est vraiment quelqu'un qui incarne le courage politique. Et je crois qu'on a besoin de courage politique. Philippe Bennassaya, vous avez raison de le dire, on se connaît bien. Quand on a voulu tous les deux être candidats aux élections législatives en 2020, j'avais fait le choix de me retirer et de le soutenir, et c'est ainsi que nous avons gagné. Et donc je souhaite, moi, continuer à rassembler très largement, parce que le travail qui nous attend est un travail dans lequel on ne peut pas se permettre les divisions stériles, les querelles d'ego, les vieilles guerres du passé qu'on ne doit pas rejouer. Et donc moi, de mon côté, je garderai jusqu'au bout cette ligne de conduite durant cette élection interne, parce que, encore une fois, on a besoin pour le pays, pour la France, de reconstruire une vraie droite qui soit courageuse. Alors, on va écouter un petit extrait de ce que nous disait Philippe Bennassaya, qui parlait au fond de son expérience, et peut-être en creux, si je peux dire, de votre inexpérience. On l'écoute, puis vous réagissez. Moi, je pars d'un principe très rapidement, même si on en a déjà parlé, qu'il faut à la fois du renouvellement, comme je l'ai dit, mais aussi de l'expérience. Voilà, j'ai fait basculer une ville, j'ai fait basculer une circonscription, j'ai fait basculer un canton. Je pense que cette expérience de terrain est utile pour les Républicains aujourd'hui. Et puis également, il faut aussi, ce que j'ai dit, renouveler de fond en comble la maison. Je n'ai pas dit qu'elle était en ruine, mais elle portait une histoire. Maintenant, je pense qu'il faut maintenant porter un avenir. Et porter cet avenir-là maintenant en matière de communication, en matière de militantisme et en matière de contenu aussi, avec des thématiques importantes comme l'environnement que l'on a tendance de temps en temps à oublier. Voilà, votre réaction, il dit, voilà, moi j'ai été élu dans une ville, j'ai fait basculer une majorité, dans législative, j'ai une expérience. On a tous nos parcours, nos expériences. Moi j'ai mené des combats que certains ont considéré particulièrement courageux à Trappes. J'ai contribué à faire basculer l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à un siège près en 2014, après 42 années de domination de la gauche. J'ai contribué à faire basculer le canton de Trappes, qui a également basculé en 2015. J'ai contribué à faire basculer la région, où je suis élu depuis 8 ans, où j'ai occupé à peu près toutes les fonctions possibles, de président de groupe, de premier vice-président, de vice-président. Et donc on a chacun nos expériences. Ce que je veux dire, c'est que cette idée qu'on peut simplement être dans la continuité me paraît être une idée suicidaire. Et c'est peut-être là où j'ai une divergence. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai regretté que durant des élections précédentes, on ait investi au nom de LR des candidats qui sont en réalité des candidats de La République En Marche. Je pense que c'est une erreur parce que ça contribue à la confusion du débat public. Vous voulez dire, par exemple, aux élections départementales ? Par exemple, aux élections départementales, je pense que nous aurions dû choisir toujours, et c'est en tout cas ce que je ferai, des candidats qui portent fièrement nos couleurs, nos valeurs, qui ne se cachent pas, plutôt que d'être dans des accords qui toujours se
retourne contre nous, parce qu'ensuite vous avez des gens qui sont investis, qui sont élus avec nos couleurs et qui votent contre nous aux élections nationales. Alors, on peut citer par exemple, je vous ai Jean-Baptiste Amonique, qui est maire de Villepreux, qui est président du MoDem, dans les Yvelines. Il est dans la majorité au conseil départemental, et c'est vrai qu'ils ne votent pas forcément comme vous aux élections nationales. C'est ça que vous voulez dire, en gros. J'allais plutôt prendre l'exemple du maire du Chesnay, qui avait battu notre candidat et qui se retrouve effectivement Philippe avec Boyot, l'étiquette LR élu ensuite au département. Comment voulez-vous que des militants s'y retrouvent, réadhèrent? Vous savez, on avait 12 députés, on n'en a plus que 0 aujourd'hui. Absolument. On avait justement. 12 000 adhérents, Ouais. on est descendu à moins de 1000 quand j'ai lancé ma campagne. Et aujourd'hui, on est un peu plus nombreux parce qu'on est allé réveiller, on est allé chercher tout le monde. Et c'est ce que je veux faire. Mais je veux le faire dans la clarté. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de rassembler, mais il faut rassembler autour de vraies convictions et autour de quelque chose qui soit clair et lisible pour les Français. Sinon, ils se détourneront de nous comme ils se sont détournés de la droite aujourd'hui. Justement, vous parliez de la situation de LR dans ce département. Ça a été le grand parti, au fond, de ce département. Alors, ça reste toujours au niveau des villes, au niveau des cantons. Ça ne l'est plus au niveau national, puisque vous aviez des députés, vous en aviez encore 2 en 2022. Là, ils ont tous été battus dès le premier tour. Est-ce que, au fond, il n'y a pas une différence, c'est-à-dire que les partis classiques, la LR ou le Parti socialiste, continuent à être très présents dans les territoires, ils ne sont plus au plan national. Et il y a au plan national des nouvelles forces comme Renaissance, comme LFI, qui tiennent le haut du pavé, si je veux dire. Est-ce qu'on n'est pas... Comment vous expliquez cette différence? Moi, je pense que cette idée que le national et le local sont décorrélés est une mauvaise idée. C'est une fausse idée. Ça peut être vrai à un moment, mais je pense que tôt ou tard, on est rattrapé par le national. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple, et bien, de cette clarté qu'il faut avoir aussi. Vous avez peur que ce qui se passe sur le national se passe aussi dans les territoires, c'est ça? Bien sûr. Vous voyez par exemple que la bataille culturelle que l'on doit mener par rapport à ce que moi j'appelle l'extrême gauche, par exemple à la France insoumise, eh bien, tôt ou tard, dans des élections municipales, on voit que leur score aussi progresse. On voit que sur certaines villes, ils sont devenus hégémoniques parce qu'on les a laissés aussi au national, développer leurs idées, être présents sur les médias, être présents sur les réseaux sociaux et sur tous les écrans de nos jeunes, alors que nous avions disparu, nous ne leur portions plus aucune contradiction. Et vous voyez que même dans les élections locales, on retrouve à nouveau ces forces-là qui finissent par émerger sur un certain nombre de quartiers et de territoires. On ne peut jamais décorréler les deux. De la même manière, depuis qu'on a investi des candidats qui ne sont pas de notre famille politique et qui soutiennent au national d'autres idées, eh bien, on recule. Dans toutes les élections, nous n'avons fait que reculer. On a besoin de clarté, on a besoin de courage, on a besoin d'une droite qui s'assume clairement au local comme au national. Donc vous dites, voilà, ce qui s'est passé aux élections nationales, aux présidentielles, aux législatives, ça peut aussi arriver dans les mairies, dans les territoires, dans les cantons, si on change pas un peu la façon de faire cette politique ou de mener un parti. Et si on ne se retrousse pas les manches, et effectivement, vous l'avez vu peut-être durant cette campagne, moi j'ai fait énormément de réunions publiques, j'ai été absolument partout dans les Yvelines avec des invités qui sont venus sur le fond. On a fait une réunion dédiée à la question environnementale à Plaisir, une sur la ruralité à Houdan. On a travaillé à peu près tous les thèmes, il y en aura d'autres qui vont venir. J'ai Thibaut de Montbrial qui va venir nous parler de ces sujets malheureusement d'actualité, de radicalisation. Frédéric Pechnard va également venir nous parler. Thibaut de Montbrial est avocat et c'est lui qui avait défendu les victimes de cet horrible attentat de Magnanville. Exactement, et vous voyez qu'on a donc la chance d'avoir des experts, des talents dans notre famille politique. Il faut qu'on arrive. Était l'ancien chef de la police nationale. Et il va venir nous parler de sécurité parce qu'il faut aussi qu'on forme et qui est votre nos collègue militants au conseil régional. Tout à fait. Mais vous voyez, il faut qu'on forme nos militants. On n'a plus mené suffisamment cette bataille culturelle. On a un travail effectivement de communication, mais aussi de formation à faire. Et nos militants, nos adhérents, ont le droit à une vie militante dynamique où il se passe très régulièrement des choses partout dans tous les territoires des Yvelines. C'est comme ça qu'on arrive à recréer un appareil qui ensuite peut préparer les échéances municipales, européennes, puis juste le dire, on aura peut-être des législatives anticipées. Ah, on va en parler tout à l'heure. Voilà, il faut qu'on se prépare. Parce que la motion de censure, oui, serait peut-être possible sur la loi sur l'immigration. Il y a quand même une crise des partis politiques. Ils ont structuré la vie de la République, notamment de la Ve République, avec ces deux grandes forces, la droite, la gauche. On voit aujourd'hui qu'il y a peut-être moins de goût du militantisme, qu'il y a peut-être d'autres façons de militer, plus avec les réseaux sociaux, plus avec les internets. Comment on peut répondre justement à ce qui est évident, c'est-à-dire la crise des partis? Alors, je vous l'ai dit d'abord par de la clarté, en assumant des messages politiques forts, simples, courageux. Et je pense que tout ce qui est dans l'ambiguïté, est condamné à disparaître parce que les gens ont besoin d'y voir clair. Et je crois qu'à droite, peut-être nous avons déçu.
Vous voyez, j'assume dans cette campagne interne de dire que peut-être nous n'avons pas toujours été à la hauteur, ou nous n'avons pas toujours été au bout d'un certain nombre d'idées. Peut-être même, avons-nous été en soumission intellectuelle sur certains thèmes. Nous nous sommes laissés imposer des thèmes et des façons de voir le monde qui ne sont pas les nôtres, et alors que les Français attendaient autre chose. Et donc, moi, j'essaie de prendre ma part dans ce travail-là, au sein de la nouvelle direction nationale des Républicains, avec Éric Ciotti, avec Bruno Retailleau, avec Olivier Marleix, avec François-Xavier Bellamy, avec d'autres. On fait tout ce travail-là de redynamisation dont on a besoin, de renouvellement aussi de notre logiciel, et puis de communication, parce que cette bataille culturelle, elle est importante, et c'est uniquement comme cela qu'on peut retrouver des adhérents. Vous voyez, dans cette campagne, on est allé chercher des anciens adhérents déçus, on leur a expliqué que nous, voilà ce que nous voulais faire sur tel thème, quelles idées on voulait porter, quelle est la ligne politique qu'on pensait être la bonne pour le pays, et quels sont les outils. Et je vous ai parlé de formation, je vous ai parlé de communication, je vous ai parlé d'une vie militante dynamique qu'on veut mettre en œuvre pour qu'ils puissent à nouveau retrouver leur place au sein d'une grande famille politique de droite, comme on a pu en connaître dans ce département il y a une quinzaine d'années. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre profession de foi, de candidat. La droite a souvent été en soumission intellectuelle. J'ai l'intime conviction que c'est précisément parce que nous avons renoncé à défendre clairement nos idées. Et vous dites aussi, notre pays n'a jamais eu autant besoin d'une politique de droite. Pourquoi ? Moi, je ne veux pas assister en spectateur au déclin de mon pays. Et je ne veux pas me réveiller en 2027. Vous êtes persuadé, voilà, qu'il y a un déclin. Hein. Ah oui, je pense que beaucoup de Français le voient sur la sécurité, sur l'état de nos finances publiques, sur l'état de l'hôpital, sur l'état de l'école, de l'éducation nationale qui s'est totalement effondré. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui sont très préoccupants. On a le sentiment qu'il y a un vrai délitement. Et moi, je ne veux pas assister en spectateur à cela, et je ne veux pas me réveiller en 2027 avec un face-à-face entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas lequel des deux gagnerait en réalité réellement ce face-à-face. Ce que je sais par contre, c'est qu'il n'y a que la droite qui peut déjouer ce pronostic et qui peut faire en sorte que sur la sécurité, sur la maîtrise des flux migratoires, sur la maîtrise de la dépense publique, sur la revalorisation du travail, il n'y a que la droite qui peut proposer des solutions concrètes à condition qu'elle s'assume et qu'elle soit courageuse dans les propositions qu'elle fait, parce que l'état du pays, de mon point de vue, nécessite beaucoup de courage, beaucoup plus de courage que n'en a aujourd'hui ce gouvernement, par exemple. Mais quand il y a... Parce qu'on peut parler aussi avec les gens qui, comme vous, disent, voilà, on a besoin de la droite et il faut que LR s'affirme comme un parti de droite. Mais l'un des reproches qu'on vous fait, c'est que vous marchez un peu sur les terres du Rassemblement national en faisant ça, et que, on dit toujours, voilà, les gens préfèrent l'original à la copie, et si la droite républicaine se droitise, elle va plutôt favoriser le Rassemblement national que récupérer les fruits de cette droitisation. Bon, d'abord, je n'ai pas le sentiment que le Rassemblement national ait besoin aujourd'hui que la droite agisse d'une manière ou d'une autre pour se renforcer. Et je considère que si le Rassemblement national se renforce, c'est qu'en réalité, les autres partis ne proposent pas des solutions suffisamment claires et suffisamment courageuses par rapport à l'état du pays. Et donc, moi, je ne me positionne pas par rapport à ce que disent les autres partis politiques. Je ne défends pas des segments de marché. Je ne crois pas qu'il faille qu'on soit dans des positionnements électoraux ou des combinaisons, des accords de boutique, des stratégies de positionnement marketing. Je crois qu'on en meurt de ça. Je crois que la vie politique de ce pays meurt de ces stratégies de court terme et d'affichage et de communication. Je vous dis, il faut qu'à droite on dise ce qu'on pense bon pour le pays. Et ça m'est complètement égal de savoir si le Rassemblement national ou Emmanuel Macron dit la même chose, tant que je pense que c'est ce qui est bon pour le pays. Si je vous dis qu'il faut qu'on remette une réponse pénale à la hauteur parce qu'on a un sujet dans notre pays de délinquance qui n'est pas traité, de peine de prison non exécutée, je me moque totalement de savoir qui d'autre le dit. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on le fasse parce que le pays en a besoin, parce qu'un pays où il n'y a pas d'ordre, un pays où la loi n'est pas respectée, est un pays qui ne peut pas tenir et dont la cohésion est à terme menacée. C'est ça que je pense, et je ne me positionne pas par rapport aux autres partis politiques. On voit quand même qu'il y a deux tendances possibles, enfin pour la droite républicaine. Il y a la tradition chiracienne, une barrière infranchissable entre la droite républicaine et l'extrême droite, ou la droite populiste, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en tout cas le Rassemblement national. Et puis il y a ceux qui se disent au fond, et je sais pas, Éric Ciotti avait dit par exemple, s'il y avait un combat Zemmour-Macron, je voterais pour Zemmour. Donc d'autres qui disent peut-être aujourd'hui, peut-être qu'il faut faire une droite nationale plus large. Est-ce que là-dessus, il faut être, à votre avis, très clair, il faut dire non, il n'y aura jamais d'accord avec la droite extrême, ou est-ce que vous laissez les portes ouvertes ? Non mais... Là aussi, vous me demandez toujours en permanence de me positionner par rapport aux uns et aux autres. Et je vais vous dire une chose, le problème aujourd'hui, il n'est pas celui-là. Il est qu'on a un président de la République qui s'est fait passer pour un président de la République de droite, qui du coup
a installé un face-à-face entre lui et les extrêmes et a fait monter finalement, y compris l'extrême gauche, qui est en réalité très puissante dans notre pays. Ce que je vois moi, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte, que les masques tombent et qu'on sorte de cette opération de magie, de prestidigitateur qu'a mené Emmanuel Macron, nous essayons de nous expliquer que la politique qu'il mène est une politique de droite. C'est ça aujourd'hui qui nous a coûté cher. C'est pour ça aujourd'hui que nous ne sommes plus audibles, alors qu'il est en échec sur la sécurité, je l'ai dit, sur la maîtrise des flux migratoires, qu'il a accumulé 700 milliards de dettes, que jamais on a autant dépensé. Sur ces trois Sujets, parce qu'on a traditionnellement, on considère que la droite est bien soucieuse de ces thèmes-là. Le système éducatif aussi. Le niveau scolaire s'est totalement effondré, l'autorité a disparu. Enfin, ça date pas de Macron. Non, il y a des problèmes qui datent d'avant lui. Il y a aussi, il y a aussi des choses qui arrivent quand on gouverne et qui viennent de loin. Aussi. Oui, mais il y a aussi... On parlera de l'immigration tout à l'heure. C'est vrai que si on regarde, au fond, il y a eu beaucoup de discours sur l'immigration, même du temps de Chirac, de Pasqua, mais au fond, personne n'a jamais fait grand-chose. Alors, on pourra en parler. On en parlera tout à l'heure. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'on arrête de me dire qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, met la politique de droite dans le pays a besoin. Ça n'est pas vrai. C'est un mythe. Et donc, vous me demandez des accords, des positionnements sur des votes de second tour. Moi, ce que je sais, c'est que si on n'a pas une offre politique de droite, on aura... pas la question de savoir avec qui on va s'allier, on va avoir la question d'avoir Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au second tour en 2027. C'est ce que vous et voulez ce que je veux éviter, mais pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont le même programme économique, je viens vous juste à le signaler, la retraite à 60 ans, j'en passe, et bien d'autres choses qui sont totalement irréalistes et dont on n'a pas les moyens aujourd'hui, qui couleraient davantage encore le pays. Et puis, je parle même pas des entreprises, de la question des charges, de la question de l'emploi, qui serait vraiment sacrifiée dans les programmes économiques de l'extrême gauche, mais que malheureusement le Rassemblement national reprend. Mais ce que je veux vous dire très clairement, c'est qu'on a besoin d'une droite autonome, qui arrive à proposer autre chose à ce pays, qui ne soit ni le macronisme, ni des voix, bien notamment celle de l'extrême gauche, parce que moi je me méfie vraiment beaucoup du poids de l'extrême gauche dans l'échiquier politique. L'interview d'ailleurs que vous avez faite dans le Figaro, vous en parlez beaucoup, mais vous pensez que dans un paysage politique fracturé, un seul mouvement peut avoir une majorité, sans alliance ? Oui, je le pense. Et je pense que d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron quand les Français ont choisi et de le faire élire et de lui donner une majorité. Je vous rappelle il y avait une alliance de centristes, il y a des gens de droite qui sont venus, il y a des gens de gauche qui sont venus, il y a eu quand même un regroupement. Est-ce qu'aujourd'hui un parti seul peut avoir une majorité, vous pensez Ah oui, mais LR vous pensez qu'il peut avoir une majorité, un président et une majorité? En tout cas, j'y crois beaucoup plus que des alliances contre nature. D'accord. Vous voyez, on parlait d'Emmanuel Macron. Sur la question du nucléaire, nous sommes la seule famille politique, et j'aimerais qu'on le dise, qu'on le valorise. Là aussi, il faudrait qu'on soit déjà sur les marchés avec d'un tract, à les rappeler à tout le monde que c'est grâce à nous que le nucléaire a existé, et puis surtout qu'on l'a toujours défendu, que notre main n'a jamais tremblé, que notre parole n'a jamais varié sur la question du nucléaire. Toutes les autres familles politiques, Emmanuel Macron en tête, se sont détournées du nucléaire. Emmanuel Macron l'a affaibli. Voilà un beau sujet. Avec qui vous voulez vous allier sur cette question-là, stratégique, essentielle pour la France? Il faut dire, sans vouloir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'une grande majorité des Français sont favorables au nucléaire parce que les événements... mais il a fallu que les factures d'électricité s'envolent. Absolument. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, les écologistes étaient contre. Il y avait même l'idée qu'il faudrait sortir un jour du nucléaire, qui était assez répandue. Ils avaient réussi à imposer ces écologistes-là, que moi j'appelle des idéologues, parce que pour moi ils n'ont rien d'écologiste. C'est une victoire culturelle, comme vous voulez. Exactement. Ils ont mené cette bataille culturelle et ils l'ont gagnée. Ils ont obtenu de François Hollande puis d'Emmanuel Macron le démantèlement de notre filière nucléaire. Et en face, d'ailleurs, Marine Le Pen elle-même expliquait en 2017 que le nucléaire était probablement dangereux. Donc vous voyez, et nous n'avons jamais varié. Et donc je pense qu'on a besoin de cette droite-là et qu'elle est en capacité de regagner la confiance des Français à condition qu'elle arrête de se cacher derrière son petit doigt, qu'elle arrête d'être uniquement dans des combinaisons, dans des accords d'appareil, à chercher la bonne alliance. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens à droite aujourd'hui qui attendent une droite courageuse qui va au bout d'un certain nombre d'idées et qui refait à nouveau ce travail. Quand vous voyez un de vos collègues, puisqu'il est président de région, Laurent Wauquiez, mais qui est aussi peut-être le candidat, qui sera peut-être le candidat LR, on verra en 2027, qui dans sa région renonce aux ZAN, c'est-à-dire qui est un des moyens de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement du climat, ou qui est favorable aux technologies de reconnaissance faciale, qui sont quand même des technologies qui ont plutôt été utilisées en Chine ou dans des pays totalitaires. Vous pensez que c'est un bon signe ou pas ?
Ce que je pense, c'est que cette question de l'écologie, elle est évidemment importante. Il faut qu'à droite, on se la réapproprie. Moi, je vous rappelle que c'est la droite qui a créé le ministère de l'Environnement, que les équilibres, la préservation des équilibres, c'est une manière Robert de voir Poujade, le monde. Non, mais qu'on a été vraiment les premiers écologistes Premier de ministre France. de l'Environnement, je crois. Mais on n'est pas obligé d'être dans l'écologie punitive. On n'est pas obligé de se laisser dicter nos thèmes. On n'est pas obligé de céder à Europe Écologie Les Verts, qui parfois fait de la lutte des classes à travers l'écologie, qui n'est pas réellement dans l'écologie. C'est pour ça que je vous l'ai dit, on a fait une réunion à plaisir avec un jeune député LR de 30 ans, qui s'appelle Antoine Vermorel Marquez, qui est spécialisé, député de la Loire, spécialisé sur les questions d'écologie, et qui lui a une approche bien de droite de ces questions-là. Et on a beaucoup de choses à dire. Dans nos collectivités, on fait beaucoup en matière d'écologie, en matière de transition écologique, y compris en Ile-de-France, à la région, mais dans nos mairies, dans ce département. Dans la région, il y a beaucoup de il faut qu'on le valorise. Il faut qu'on le valorise. Mais donc cette question du ZAN, en réalité, c'est une question difficile, parce que la loi aujourd'hui nous impose cette trajectoire, et on peut le comprendre pour des raisons, mais ça a des conséquences qui doivent être prises en compte. On ne peut pas demander à des territoires ruraux. Oui. Bien sûr, de toute façon, nos maires sont soumis à tellement d'injonctions contradictoires. Il ne faut plus artificialiser les sols, mais il faut construire du logement. Oui, ça. Alors bon courage. Donc il faut qu'on tienne compte de ça. Et accueillir des entreprises. Exactement. J'étais à Oudan avec Jean-Marie Tétard qui m'expliquait la difficulté qu'il avait en ayant si peu de possibilités de construire dans un territoire qui a besoin d'entreprises. Sortir du ZAN, comme le veut Laurent Wauquiez. En tout cas, là où Laurent Wauquiez a raison, c'est qu'en zone rurale, il faut qu'on puisse permettre des capacités de développement sans que ça empiète sur des terres agricoles, sans être dans une lecture, si vous voulez, stricte du ZAN. C'est ce qu'on essaie de faire en Ile-de-France. On essaie de mettre de la souplesse. Par exemple, en faisant en sorte que déjà chaque commune ait au moins un hectare et qu'ensuite on puisse transférer des hectares d'un territoire à l'autre. Parce qu'il y en a qui ont des besoins, d'autres en ont moins. Mais qu'on ait de la souplesse et pas qu'on fiche définitivement le développement de notre pays, parce que le reste du monde, lui, continue son développement. Et donc on n'est pas obligé d'être, là aussi, le pays qui se met tout le temps des boulets aux pieds. Il faut qu'on fasse de l'écologie, il faut qu'on le fasse intelligemment. En un mot, pour les gens qui... Le ZAN, c'est zéro artificialisation naturelle. C'est ça? C'est-à-dire que si on construit, il faut... Zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que le solde des terrains qu'on prend est à zéro en 2050. Absolument. Et sur la reconnaissance faciale? Parce que ça, c'est un vrai débat de fond. Au fond, on va le voir, parce que ce territoire va accueillir beaucoup d'épreuves des Jeux Olympiques. Il y a un impératif de sécurité qui est évident et que vous prenez d'ailleurs. Mais il y a aussi la liberté individuelle. Et comment on arbitre là entre les deux? Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on laisse... les délinquants et les criminels utiliser les meilleures technologies au monde et nous on s'en prive et on en prive nos forces de l'ordre. Ça ne peut pas marcher. Évidemment qu'il faut être soucieux des libertés individuelles. Évidemment que le rôle de la CNIL est par exemple un rôle très important en matière de protection des libertés individuelles, des données personnelles. On est tous d'accord. Mais aujourd'hui, on est en capacité de faire de la reconnaissance faciale dans les aéroports. Donc je vois pas très bien pourquoi on le ferait dans les aéroports et on ne pourrait pas le faire ailleurs. Je vous rappelle ce débat-là, il y a encore 10 ans, il y a encore 5 ans, la vidéo protection était critiquée par certains. On ne les entend plus aujourd'hui. Oui, tout caméras. À gauche de l'échiquier politique était farouchement opposé à mettre des caméras dans les transports. Qui aujourd'hui est contre le fait de mettre des caméras? Mais la reconnaissance Qui pense faciale... encore que c'est liberticide? On nous disait la même chose des caméras. C'est liberticide, etc. Nous, on en met dans les lycées à la demande des établissements, à la région Île-de-France. On en a mis plus de 3000. Il y a encore 5 ans, on nous insultait de tous les noms pour le faire. Aujourd'hui, on nous en réclame. Et tout le monde est d'accord. Donc, je crois que la situation de sécurité aujourd'hui de notre pays nécessite qu'on se donne des outils. Moi, je ne suis absolument pas opposé à ce qu'on utilise la reconnaissance faciale pour reconnaître des individus dangereux recherchés, plutôt que d'avoir des gens derrière les écrans qui le font manuellement, parce que c'est le cas aujourd'hui. Mais il faut le faire évidemment avec la main qui tremble, en encadrant très bien les choses sur le plan des droits, de la surveillance et du contrôle. Mais je crois que se priver de ce genre d'outils, ne va pas malheureusement dans le sens de l'histoire. De toute façon, c'est rare qu'on se prive d'une technologie. Bien sûr, parce qu'elle sera utilisée par d'autres. Oui. Alors, parlons d'un sujet que vous avez abordé dans une interview que vous avez faite il y a 3 jours dans le Figaro. Vous avez des mots très forts. Vous dites « La France n'est pas en train de se fracturer, mais de disparaître ». Et vous parlez de désassimilation. Est-ce que la situation est aussi grave que vous le dites ? Moi, je crois qu'elle est grave et je crois surtout qu'elle s'aggrave. Et on peut toujours se dire le tableau n'est pas aussi noir, mais je ne veux pas que dans quelques années, on se rende compte qu'il est trop tard. Et au rythme où vont les choses, si nous ne réagissons pas, je suis préoccupé. Ce que je vois, moi, c'est que il y a des choses qui fondent une société, des valeurs communes, une culture commune, des références communes, et que ça se délite. Voilà, c'est ce que je constate. Je constate qu'il y a un délitement de ce qui fait qu'une société peut tenir
ensemble. Et ça passe parce qu'il y a l'entrisme d'un certain nombre d'identitaires religieux. Il y a l'influence aussi de la radicalisation, de l'entrisme des islamistes qui ont un agenda politique sur malheureusement certaines populations, qui essaient de les conduire vers une lecture qui est contre la République et contre la France. C'est vraiment ce que je constate et je pense qu'on est nombreux à le constater. Donc oui, et vous le constatez dans des villes comme Trappes, enfin vous êtes par exemple Mais évidemment. Évidemment, et ce n'est pas simplement moi qui vous le dis, vous pouvez rencontrer beaucoup d'habitants de Trappes qui vous diront que ils ont le sentiment que ce qui faisait la vie en commun est en train de disparaître, que le fait religieux prend le pas sur le fait national, sur le fait qu'on forme d'abord une communauté nationale. Je vous donne un exemple. À Trappes, il n'y a plus de charcuterie depuis 2015, dans une ville de 32 000 habitants. Ça peut paraître anecdotique. Vous pourrez me dire c'est l'offre et la demande. Ouais. Mais comment voulez-vous qu'il y ait de la mixité quand vous avez des gens qui n'ont plus le sentiment qu'ils peuvent trouver dans leur ville une offre qui s'adapte à eux. Et donc ces gens-là partent. Ils partent. Et on concentre ainsi les mêmes populations qui en plus ne sont pas en demande. Moi j'ai beaucoup de trappistes de toute confession qui vous disent qu'ils veulent de la mixité, qu'ils ne veulent pas être dans une espèce de ghetto identitaire où ils sont constamment enfermés dans un discours de radicalisation. Mais bien sûr, mais oui, mais il y a des gens concentration. Oui, mais il y a des gens qui l'ont fait exprès. Il y a des élus de gauche et d'extrême gauche qui ont voulu concentrer les logements sociaux dans les mêmes quartiers pour se constituer à vie un électorat captif. Et ils portent aujourd'hui une lourde responsabilité dans ce repli identitaire. Moi, je ne veux pas de ce repli identitaire. Je pense qu'il est une menace parce qu'il conduit à avoir un système de valeurs parallèle sur notre somme, deux systèmes de valeurs. Et tôt ou tard, ces systèmes de valeurs peuvent s'entrechoquer. Moi, je ne le veux pas. Je veux retrouver de la cohésion dans notre pays. Ça veut dire qu'on doit réaffirmer ce que c'est que la France, quelles sont ses valeurs et que tout le monde doit évidemment les respecter, se les approprier. Et aussi qu'on doit donner une chance à chacun pourvu que cette personne respecte les règles et adhère à ce récit, à ce destin commun. Je crois que c'est fondamental et je crois que ça sera une bataille importante dans les années à venir. Et ce que vous dites, donc il y a cette situation, en effet, de regroupement de population et donc de communautarisme dans certains quartiers. Mais vous pensez qu'il y a, quand on parle de l'islamisme, parce que soyons concrets, vous pensez qu'il y a une volonté de certaines organisations, les frères musulmans, peu importe, enfin, pour en citer, de combattre la République et d'avoir un vrai combat contre la République? Ça me paraît évident. Je pense qu'il y a des tentatives pour tester aussi la résistance. Oui, tester la résistance. Je vous donne juste un exemple, cette question des abayas. Le ministre de l'Éducation nationale a choisi d'interdire les abayas. Écoutez, très bien, moi, je considère que c'est une tenue qui n'a évidemment rien à faire au sein de l'école de la République. Alors, il y a eu très peu de débordements suite à l'interdiction. Comme quoi, quand on réaffirme les règles et qu'on est courageux, ça marche, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Mais par contre, il fallait se demander aussi comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé à ce que des milliers de nos jeunes se présentent à l'entrée de nos établissements, devant l'école de la République, dans des tenues qui, évidemment, sont des tenues ou communautaires ou religieuses, peu importe, mais qui n'ont rien à faire au sein de l'école de la République. C'est évidemment sous l'influence d'un certain nombre de prédicateurs, de gens qui sont présents sur les réseaux sociaux, dont certains sont très populaires, et qui diffusent ces idées-là. Et ils le font avec un agenda politique, pour créer précisément cette crispation au sein de la société et nourrir ce repli identitaire qui leur donne ensuite des militants à eux, des émules, des gens qui vont adhérer ensuite à leur thèse, qui vont être radicalisés dans un discours de confrontation avec la République. Mais quel serait leur but? De prendre le pouvoir Mais je pense qu'il y a des gens qui utilisent effectivement le prétexte religieux pour essayer de prendre le pouvoir sur les esprits et qui en ont fait leur fonds de commerce. Et les exemples sont très nombreux. Vous en avez qui appellent ouvertement à quitter la France, à aller vivre dans les pays d'origine. Il y en a qui appellent parfois malheureusement à tourner leurs armes contre la France. Quand on a des individus isolés qui décident tout à coup de passer à l'acte, c'est pas simplement qu'ils sont fous, déséquilibrés, c'est qu'ils le font aussi au nom d'une idéologie qui les amène à le faire. Et il y a des gens qui ont cet agenda-là de pousser certains, malheureusement, de nos jeunes à tourner leurs armes contre la France. Il faut être fou pour ne pas le voir. Et d'ailleurs, il y a des études très documentées là-dessus d'un certain nombre d'intellectuels. Je pense à Gilles Kepel, par exemple. Oui, Florence Bergeau-Blaclair, par exemple. Tout à fait, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà. Et notamment donc, vous parlez de charcuterie, que le halal, c'est pas du tout religieux. Et donc il faut que nous, on arrête d'être naïfs.
Il faut qu'on arrête d'être naïf et il faut qu'on défende notre modèle, qui est un modèle généreux, pourvu que les règles soient respectées. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je pense que la droite doit le porter. Vous voyez, je pense que la droite a une responsabilité immense sur ce thème-là. Vous pensez qu'il y a des gens qui ou ne voient pas le danger, ou des gens qui profitent politiquement de ce danger et qu'il faut l'affirmer et le combattre? Oui, je pense que ce danger d'abord est vu par beaucoup de nos concitoyens. Vous voyez que les enquêtes d'opinion, beaucoup de Françaises et de Français sont convaincus qu'elle a une vraie menace. Et je pense que cette menace, elle est fondée. Mais je pense qu'effectivement, il y a notamment à gauche et à l'extrême gauche des gens qui en ont fait un fonds de commerce, qui tiennent des discours quand même d'une grande ambiguïté, d'une grande compromission. On le voit avec la France insoumise, avec ce qui se passe au Proche-Orient, mais même avant, on l'a vu par rapport à la police. Quand vous avez des élus d'extrême gauche qui vous expliquent que le policier, finalement, il est au même niveau qu'un délinquant, que la police est systématiquement raciste et brutale, ne me dites pas que l'objectif, c'est pas de créer une confrontation, de faire des policiers à nouveau une cible et de nourrir une haine et une détestation de la police dans une partie de la population. Je crois que... Mais il y a eu des violences policières, on ne peut pas le nier. L'idée qu'il y a des violences systémiques, des gilets jaunes notamment, l'idée qu'il y a des violences systémiques est une idée fausse quand on voit notre police par rapport à toutes les polices du monde. Ça n'est pas vrai. Et c'est le corps le plus contrôlé de notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois... Voilà, absolument. Il peut y avoir des fautes individuelles. Il y a aussi des violences qu'on peut pas, qui ont existé. Oui, mais il y a aussi 30 000 refus d'obtempérer tous les ans dans notre pays. C'est 30 fois plus qu'il y a 30 ans. 30 fois plus. Ça veut dire que 30 000 fois par an, il y a un individu qui refuse d'obéir à un ordre donné par un policier. Et vous vous étonnez que parfois il puisse y avoir des incidents ou des tragédies qui arrivent. Et la réalité, c'est que j'ai fait un débat, moi, sur une autre chaîne, avec Sandrine Rousseau, qui m'expliquait ouvertement on était autorisé à désobéir ou à ne pas obtempérer à la police. Parce qu'on a cette idéologie-là qui est diffusée auprès de notre jeunesse, et c'est faux. Il faut rappeler les principes élémentaires qui font qu'une société peut tenir debout. Sinon, elle s'effondre, et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Parlez de ce qui se passe dans cette interview en Israël et de ses retombées en France avec, vous l'évoquiez, avec justement la fille qui ne veut pas dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Vous craignez, il y a toujours ce risque d'exportation du conflit, notamment dans les quartiers? Je crains surtout qu'on cède sur des principes élémentaires et que du coup la confrontation arrive parce qu'on n'a pas su rappeler le bon sens le plus élémentaire. Si on n'est pas capable de qualifier de terroristes des actes qui évidemment sont épouvantables, sont une abomination que rien jamais ne peut justifier, eh bien oui, on va aller à la confrontation. Il faut avoir le courage de le dire très clairement, oui, c'est du terrorisme, oui, il faut le condamner. Et j'en veux beaucoup à ces élus, je parle beaucoup de l'extrême gauche, mais parce que vous voyez comme ça, son emprise est puissante, c'est parce qu'il y a des élus qui ont... Pour vous, c'est de l'extrême gauche, hein, pour moi, la France insoumise, c'est évidemment l'extrême gauche, oui. Quand on n'est pas capable de dire que des attentats sont du terrorisme, eh bien, après ce qu'on a vécu nous-mêmes sur notre sol, je pense que effectivement, on crée la dissension, on crée le séparatisme, on nourrit la confrontation potentiellement demain dans certains quartiers. Et cette cause palestinienne, elle a été instrumentalisée pendant longtemps par beaucoup d'élus en France, avec des vœux qui sont votés à chaque fois. Il y a toujours eu quand même des gens qui soutenaient la cause palestinienne, des gens qui soutenaient Israël. Alors évidemment, il y a cette actualité terrible qui vient là-dessus, mais cette fracture, elle a toujours existé quand même, non? On n'a pas besoin, nous les élus, de nourrir cette fracture. Et surtout, on a par contre besoin de dire d'une seule voix que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël relève du terrorisme. Et si on n'est pas capable de mettre cette ligne rouge-là, de distinguer ce sujet-là du reste, eh bien, on crée sur notre sol des conditions de la sécession. Et c'est ce qui me fait peur. Et oui, je vous le dis, l'extrême gauche, la France insoumise, et une partie de l'échiquier politique de gauche, tous leurs alliés, sont directement responsables de ce qui est en train de se passer dans notre pays, à savoir qu'il y a une partie de la population, minoritaire heureusement, mais importante, qui a été abreuvée par une idéologie qui, tôt ou tard, va nous conduire à la confrontation. Et c'est ce qui me préoccupe le plus. Comment vous expliquez une évolution, par exemple, de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui a été républicain, laïque pendant longtemps on peut penser que derrière ces prises de position, il y a aussi un calcul politique, mais... visiblement, si on regarde les sondages, ça ne marche pas. Comment vous expliquez cette évolution, justement ? Alors vous dites ça ne marche pas. Moi je vous signale, si vous regardez le premier tour de la présidentielle, qu'il fait un très bon score, qu'il ne passe pas loin d'être au second tour. Je veux dire, des sondages aujourd'hui semblent montrer qu'il est plutôt en baisse. D'accord, mais à Trappes, au premier tour de la présidentielle, il fait plus de 60%.
plus de 60%. Oui, donc c'est d'aller chercher le vote de ces quartiers. Électorale, évidemment, évidemment. Le problème, c'est qu'en allant chercher ces voix-là, il les mène vers un chemin qui est une impasse absolue et qui est un chemin, comme je l'ai dit, de confrontation avec le reste du pays. Et c'est totalement criminel de faire ça. Mais oui, je pense que c'est par électoralisme. Je ne crois pas que ce soit simplement des dérapages. Je ne crois pas que ce soit des excès personnels. Je crois que c'est une stratégie d'un cynisme absolu. Et cette stratégie-là, eh bien, il faut la démasquer. Et c'est pour cela que je considère qu'à droite, on a une bataille culturelle à mener face à l'extrême gauche, dont l'emprise sur les esprits est très puissante dans notre pays. Eh bien, il faut qu'on déconstruise, pour reprendre un terme qui leur est cher, beaucoup de cette idéologie-là, en rappelant aussi des choses qui sont du bon sens élémentaire, mais qu'on n'a pas toujours su affirmer clairement, parce que, évidemment, vous êtes tout de suite taxé de tous les noms, etc. Voilà, moi, on ne peut pas me soupçonner la moindre compromission avec qui que ce soit, mais je veux le dire très clairement que si on n'a pas ce discours-là de défense de la France et de la République dans notre pays, eh bien, on va laisser le champ libre à cette extrême gauche qui va finir par déconstruire, y compris notre pays. Et ça, je ne le veux pas. Un de vos amis, François-Xavier Bellamy, parce que vous parlez, enfin la droite républicaine parle beaucoup de sécurité, il dit dans une tribune, au fond, si les lois françaises avaient été appliquées, ni Samuel Paty ni Dominique Bernard ne seraient morts sous les coups de terroristes. Vous pensez que c'est vrai ça? Parce que d'abord, souvent la loi a été appliquée. L'assassin de ce professeur Dominique Bernard, on ne pouvait pas l'expulser parce qu'il était arrivé avant l'âge de 13 ans. Donc on a appliqué au fond les lois. C'est peut-être les lois qu'il faut changer. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une politique raisonnablement qui pourrait empêcher au fond ces gens qui se radicalisent et qui sont plutôt isolés, qui vont prendre une cible comme ça, comme ces professeurs qui étaient Samuel Paty ou Dominique Bernard? Patrice Carmouze, le risque zéro n'existe pas, n'existera jamais. Voilà. Mais François-Xavier Bellamy a raison. Il y a quand même des choses qu'on doit faire pour minimiser ce risque. Et aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Et il a raison de dire que le sujet, c'est l'application de la loi. Quand vous avez des individus, alors c'est pas le cas effectivement pour la tragédie d'Arras, mais ça arrivait par le passé, qui sont sous OQTF, et donc par définition qui doivent quitter le territoire, qui sont censés être expulsés, qui ne le sont pas. Parce que comme vous le savez, on expulse moins de 10% des gens dont on a décidé l'expulsion. On est quand même un pays formidable. On décide qu'on expulse quelqu'un et 9 fois sur 10, on ne l'expulse pas. Pour tout un tas de raisons. Pour tout un tas de raisons complexes d'ailleurs. Oui, mais enfin il y a 15 ans, Parce que c'est très complexe souvent. Oui, mais il y a 15 ans, on expulsait 45%. Aujourd'hui, on est passé sous les 10%. Donc il y a aussi des responsabilités politiques à établir. On n'est pas obligé de dire toujours que tout se vaut quand ce n'est pas le cas. Et donc en l'occurrence, si cet individu passe à l'acte, alors qu'il n'aurait pas dû être présent sur le sol français, c'est une tragédie qu'on aurait dû éviter. Et vous voyez, si François-Xavier Bellamy ou d'autres ne le disent pas, mais nos concitoyens vont devenir fous, parce qu'ils ne comprennent plus pourquoi ils élisent des gens et qui votent des lois qui ne sont ensuite pas appliquées. Avec nous, il n'y aurait pas eu ça, quoi, en gros. Mais c'est pas ce que dit François-Xavier Bellamy. Il vous dit qu'il faut qu'on ait le courage d'aller au bout précisément de l'application des lois qu'on vote. Parce qu'autrement, on va avoir une insurrection électorale. Autrement, tous ceux qui nous disent attention, les extrêmes sont à nos portes, eh bien, les Français, au bout d'un moment, vont vouloir vraiment des solutions beaucoup plus radicales parce qu'ils n'en peuvent plus de constater l'impuissance publique. Comment voulez-vous comprendre qu'on vote des lois, qu'un individu est censé être expulsé et qu'on découvre quelques semaines après qu'il passe à l'acte et qu'il se rend coupable d'un crime absolument terrible? Comment voulez-vous le comprendre? Quelle est la réaction d'un citoyen honnête en assistant à cela, qui a voté pour des élus qui sont censés faire appliquer les lois et voter des lois? Oui, c'est vrai qu'il y a une on a le devoir de réagir, on a un devoir de résultat. Voilà, c'est simplement ça que je vous dis. On ne peut pas rester dans cette impuissance publique qui nourrit toutes les démagogies et tous les populismes. Puisqu'on parlait de François-Xavier Bellamy, vous souhaitez qu'il mène la liste des européennes? Oui, moi je le souhaite, je le soutiens. Je pense qu'il a fait un travail formidable au Parlement européen, qu'il a un bilan, qu'il a porté des valeurs importantes, qu'il a fait lui aussi, qui prend sa part dans cette bataille culturelle que je juge absolument fondamentale. Et donc je pense que ce serait, de mon point de vue, c'est mon point de vue personnel, la meilleure tête de liste possible. Et je le soutiens beaucoup dans ce combat courageux qu'il mène pour porter nos valeurs en Europe. Et vous le savez, nous faisons équipe pour la Fédération des Yvelines, vraiment. Et demain, j'espère que si je suis élu, eh bien, nous pourrons travailler ensemble. En tout cas, nous avons choisi de faire équipe parce que le travail qu'il fait en Europe, le travail que nous faisons au national avec la nouvelle direction des Républicains et le travail qu'on doit se faire dans les Yvelines, eh bien pour moi c'est un travail quand même du même ordre, c'est-à-dire assumer, faire revivre une droite qui porte clairement des messages politiques avec des solutions pour le pays. Vous pourriez être candidat sur la liste européenne ?
Je ne me le destine pas à cela, je ne suis pas candidat, voilà, ce n'est pas aujourd'hui mon combat. Mon combat, c'est de continuer à essayer de contribuer à refonder la droite, d'abord dans mon département, également au national, dans les médias, parce que je pense que c'est important de continuer à le faire, et puis de préparer les échéances, parce que ça va arriver très vite, notamment les municipales 2026, et peut-être d'autres échéances qui vont arriver. Ce que je veux, par contre, c'est qu'on fasse le meilleur résultat possible aux européennes, et j'espère peut-être en tant que président de la fédération dans les Yvelines, en tout cas, que nous serons tous en ordre de marche. J'y veillerai pour faire, en tout cas dans les Yvelines, le meilleur score possible. Alors, je voudrais qu'on aborde un problème d'actualité qui concerne le territoire national, mais aussi les Yvelines, c'est le problème de l'immigration. Dans une interview très récente aux Parisiens, le président du groupe LR à l'Assemblée dit ceci: je ne voterai pas un texte qui aggrave la situation de la France ou qui fait semblant de changer les choses. Avec cette loi, Gérald Darmanin acte l'impuissance de la France. C'est un propos que vous reprendriez ? Bien sûr, il a raison, je l'ai déjà dit aussi. C'est Olivier Marleix, pardon. Oui, Olivier Marleix a entièrement raison, et je suis d'accord avec lui. Si on fait un texte qui ne sert à rien, et qu'on donne à nouveau le sentiment qu'on va essayer de régler un problème, une difficulté, qu'en réalité on ne le fait pas, je suis désolé, mais on nourrit la défiance, on nourrit l'abstention, et on nourrit là aussi tous ceux qui vont se détourner des partis comme le nôtre qui sont censés être du côté des solutions, parce qu'il faut arrêter de faire semblant. C'est là où je vous parlais d'une droite courageuse qui s'assume. Moi, je vais même plus loin, je vous le dis très clairement, mais Éric Ciotti l'a dit aussi. Si le gouvernement tente de passer en force par le 49.3 sur un texte, un mauvais texte, notamment un texte qui prévoit par exemple des régularisations massives, eh bien je suis désolé. Ça m'intéresse. Je souhaite qu'on dépose une motion de censure. Votre point de vue sur la régularisation, justement. Vous êtes un ancien élève d'HEC, vous connaissez bien le monde de l'entreprise. La régularisation, c'est en effet des gens des immigrés qui n'ont pas de statut, mais qui travaillent, qui n'ont pas de condamnation, qui sont utiles dans ce qu'on appelle les secteurs en tension. Et je crois que le MEDEF est d'ailleurs favorable à leur régularisation. Pourquoi c'est un chiffre rouge pour le LR, ça ? D'abord parce qu'on part d'un texte qui est censé maîtriser les flux migratoires, et finalement on a un texte dont les dispositions vont amener à ouvrir davantage mais il y a des flux migratoires. Il y a une immigration dont on a besoin. Attendez, on a eu 500 000 arrivées légales l'année dernière, c'est un record historique absolu. Sans ces nouvelles dispositions, sans ce nouvel appel d'air. Vous êtes en train de me dire, Patrice Carousse, qu'il faut qu'on monte à 600 ou 700 000 arrivées légales à ce moment-là ? Pas d'arrivée, c'est des gens qui sont sur le territoire. Hein. Oui, ils sont sur le territoire parce que précisément ils ont pu arriver parfois en situation légale et qu'ensuite ils se sont retrouvés dans la clandestinité ou ils sont rentrés directement illégalement. Mais si vous leur dites demain que n'importe qui peut venir en France, ah oui, c'est le signal. En situation illégale, mais bien sûr, ça va créer évidemment un appel d'air incroyable, et c'est déjà le cas aujourd'hui, parce que les passeurs, malheureusement, qui exploitent cette misère, attention, qui sont des criminels qu'il faut combattre. On est en train de leur faire un formidable cadeau. On leur explique que quand on arrive en France, si on est expulsé, bien on reste quand même. Si la demande d'asile est refusée, on reste quand même. Et même si on vient et qu'on travaille dans un métier en tension, on est certain de rester. Vous croyez qu'il va se passer quoi à court terme? Je suis désolé, c'est irresponsable et on va créer un nouvel appel d'air. Alors qu'on a dans le même temps 500 000 personnes de nationalité étrangère au chômage, 500 000. Donc si vous voulez des personnes étrangères pour travailler dans certains métiers, il y en a déjà 500 000 qui attendent un emploi. On a 1 400 000 jeunes dans notre pays sans emploi, sans formation. Et cette idée, sordide, qui consiste à penser... emplois qu'ils veulent pas. Oui, d'accord. Donc si je comprends bien, ces emplois qui sont pas assez bons pour nous. Donc on va laisser venir des gens qui vont rester dans la clandestinité pendant peut-être des années, exploités, sans couverture sociale, sans charge, sans rien, sans protection sociale. On va les exploiter et ensuite, en leur disant, mais vous en faites pas, vous serez régularisés après. Et pourquoi si ces secteurs sont en tension, c'est bien parce qu'il n'y a pas, si ces secteurs sont des gens tension, qui sont sans emploi qui veulent y aller. Je suis bien d'accord. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que le travail paye davantage. Qu'on a un problème d'assistanat dans notre pays, qu'il y a trop de gens qui ont été convaincus par l'idée qu'on pouvait gagner sa vie en restant chez soi à toucher l'échec de l'État. Ça a été le fameux quoi qu'il en coûte. Je crois que ce message a été terrible parce qu'il a dévalorisé le travail. Il faut qu'on revalorise le travail, que ça paye davantage. On a un sujet de formation dans ces métiers-là, l'hôtellerie, la restauration, le BTP, la sécurité, d'attractivité de ces métiers, mais arrêtons de dire, sous prétexte qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en situation irrégulière, qui vont avoir droit automatiquement à un titre de séjour si on veut vraiment maîtriser les flux migratoires. Ça devrait être l'inverse. Et je vous invite à regarder les textes déposés par les Républicains, qui contiennent des dispositions totalement opposées, mais qui sont cohérentes avec l'objectif politique qui est affiché, à savoir la maîtrise des flux migratoires. Et aujourd'hui, cet article 3 et 4, ceux qui visent à la régularisation automatique des étrangers en situation irrégulière dans les métiers en tension,
Celle de cette chiffon ligne rouge, rouge. ça, là, Et si le gouvernement passe en force, il faudra qu'on fasse tomber le gouvernement. Vous dites qu'il n'y a rien de bien dans la loi. Votre collègue Frédéric Pechnard, policier, un grand policier, dit qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans cette loi. Il y a des choses pas bien et puis il y a beaucoup de bonnes choses. Donc il semble dire, lui, bon voilà, on pourrait peut-être trouver un accord. Non mais la question est de savoir, est-ce que ce texte est de nature à changer complètement les choses? On a fait 20 textes sur l'immigration depuis 20 ans. 20 textes. Les Français ont l'impression que rien ne change. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de mots très très forts sur l'immigration, mais peut-être que c'est un problème beaucoup plus complexe à régler qu'on ne le pense et que ça ne se règle pas comme ça d'un coup de baguette magique. Oui, mais il faut qu'on trouve les bons outils pour qu'on puisse décider en France qui on veut accueillir et qui on veut reconduire. Aujourd'hui, nous ne décidons pas à qui on veut accueillir. Il y a le droit de dire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. C'est pour ça que, à droite, on est convaincu qu'il faut une révision constitutionnelle et un référendum. Et si on veut réellement reprendre les choses, on peut toujours avoir des petites dispositions qui vont dans le bon sens, mais si on veut réellement reprendre la main et décider qui on veut accueillir et qui on veut reconduire, avec par exemple des quotas qui s'imposent, on décide par métier, par pays d'origine, qui on veut accueillir, une politique d'immigration réellement choisie, où on limitait aussi à ce dont on a réellement besoin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où les dispositifs, notamment d'asile, ne sont pas dévoyés, ne sont pas détournés. Il faut une révision constitutionnelle et il faut un référendum. Autrement, nous faisons semblant. C'est ça la réalité. Et là aussi, moi j'attends de ma famille politique qu'elle dise honnêtement les choses aux Français. Alors, on est dans une situation un peu bizarre puisque LR se dirige peut-être vers la motion de censure et puis on parlera peut-être après de savoir si c'est une bonne chose pour elle s'il y avait une dissolution. Mais et en même temps, on voit Marine Le Pen qui dit bon finalement on va peut-être voter la loi. Écoutez, je crois que Marine Le Pen est vraiment servie par tous les excès de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que je vous disais, c'est là où il y a un duo absolument terrible. C'est plus la France insoumise montre son vrai visage, plus Marine Le Pen joue Est-ce que vous ne trouvez pas du coup à droite du RN Mais moi ça m'est totalement égal. La seule question c'est, on dit qu'on veut maîtriser les flux migratoires, est-ce que le texte qu'on a sur la table permet de le faire? S'il permet de le faire, il faut le voter. S'il ne permet pas de le faire, et aujourd'hui le texte du gouvernement ne permet pas de le faire, il faut aussi y opposer. C'est aussi simple que cela. Je me moque totalement de savoir ce que va faire Marine Le Pen qui a changé d'avis sur ces sujets-là 1000 fois. Avant, elle parlait d'immigration zéro, elle n'en parle plus. Elle parlait de sortir de l'Europe, elle n'en parle plus. Elle parlait de sortir de l'euro, qui sait où elle en est. Donc moi, je ne suis pas là pour être le commentateur ça vous gêne pas, voilà. Non, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on ait un sentiment d'impuissance publique. Ce qui me gêne, c'est qu'on soit toujours dans les mêmes débats et que rien ne change en réalité. Ce qui me gêne, c'est que nos concitoyens en ont marre, qu'on vienne les voir avant chaque élection pour leur dire voilà ce qu'on va faire et qu'ensuite, ils ne se passe rien. Et je vous le dis, j'applique cela aussi à la droite. Je considère qu'on doit faire notre inventaire et probablement qu'on a déçu, y compris sur ce sujet-là, sur les sujets régaliens où on n'a pas été assez loin. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de le dire. Donc, vous voyez, arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt. On veut des résultats. Les Français ont le droit d'avoir des solutions efficaces. S'il n'y a pas de révision constitutionnelle, s'il n'y a pas de référendum, ce texte-là, à mon avis, ne changera pas grand-chose. C'est ce que vous souhaitez. Hein. Et justement, il y a une petite musique, puisqu'on arrive aux élections européennes, un peu anti-européenne sur ce discours sur l'immigration. C'est-à-dire que vous voulez revenir sur un certain nombre de traités. Vous voulez un référendum. Est-ce que quand même une des missions d'une république ou d'une démocratie, ce n'est pas de respecter les traités, l'état de droit, tout en ayant une politique plus ferme, si on veut avoir une politique plus ferme? Alors d'abord, j'ai envie de vous dire que ceux qui sont contre l'Europe, ce sont ceux qui ne veulent rien changer. Parce que si on ne change rien en Europe, les peuples vont se détourner de l'Europe. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. C'est même ce que dit quelqu'un comme Jean-Louis Bourlange, qui n'est pas de votre sûr, bord. Comme Bruno Retailleau, qui est venu me soutenir aussi dans les Yvelines, qui porte cette idée-là. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre compliqué entre justement le respect de l'état de droit et puis la volonté de l'opinion. Mais l'état de droit, ça n'est pas de rien changer. L'état de droit, il s'aménage, il change tout le temps. Alors évidemment, il faut trouver le bon équilibre, mais l'état de droit, il se change. Et quel est cet état de droit qui fait qu'on ne peut pas décider qui on veut accueillir et qui on veut reconduire? Comment voulez-vous que les gens l'acceptent? Ils vont choisir de sortir de l'Europe si on ne leur propose pas une Europe qui est en capacité de leur permettre d'assumer leur souveraineté en la matière. Je veux dire, il n'y a aucun traité européen en matière migratoire qui empêche normalement un pays de décider qui veut accueillir et qui veut reconduire. Et pardon de vous dire, Patrice Carmos, que nous ne nous attaquons pas au traité, nous nous attaquons à des jurisprudences, à des interprétations de certains juges des traités, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme. Exactement, dans des interprétations qui sont parfois très idéologiques, très éloignées du texte des traités. Et donc, je suis désolé, il faut qu'on fasse effectivement cette révision constitutionnelle et ce référendum pour qu'on échappe à ces jurisprudences.
On ne vous parle pas de sortir des traités. Les traités, quand on les lit, ils ne disent pas du tout ce que disent certains juges qui nous empêchent aujourd'hui d'avoir une politique migratoire assumée. Et si nous ne le faisons pas, comme le veulent tous ces euro-BA qui ne veulent rien changer, eh bien je vous le dis, les Français vont se détourner de l'Europe. Et moi je ne le veux pas parce que je pense qu'on a besoin d'une construction européenne, mais pas celle-là. Quand Olivier Barlex dit par exemple, il faut qu'on revienne à l'état originel de ce qu'était Schengen. Et l'état originel de ce qu'était Schengen, c'est qu'il y avait les Grecs, les Italiens et les Espagnols qui se coltinaient au problème de l'immigration, puisqu'ils avaient la Méditerranée, et puis, je sais pas, les pays polonais, tout ça, ne faisaient rien. Là, on a changé les choses de façon à ce que toute l'Europe prenne sa part. C'est pas mieux quand même? Oui, mais quand on veut financer des infrastructures de sécurité ou de protection des frontières dans ces pays limitrophes qui effectivement reçoivent tout le flux, il faut les aider bien sûr. François-Xavier Bellamy porte cette idée-là et les eurodéputés macronistes votent contre. Parce qu'ils ont un discours ici dans notre pays avec M. Darmanin et ils ont un autre discours au Parlement européen. Et c'est le drame de ça en même temps qui a conduit le pays dans une impasse, qui a conduit le pays au chaos. Parce qu'on nous avait dit que c'était ou Emmanuel Macron ou le chaos. Finalement, on a Emmanuel Macron et le chaos. Il faut arrêter ces ambiguïtés-là. Il faut arrêter d'avoir deux visages. Il faut arrêter d'avoir des positionnements purement tactiques. Oui, vous avez raison. Il faut qu'on aide les pays, évidemment, qui reçoivent l'essentiel du flux à aménager les choses. Mais ça veut dire qu'il faut assumer de dire qu'il faut aussi qu'on puisse décider qui on veut accueillir et qui on ne veut pas reconduire. Que quelqu'un dont la demande d'asile est rejetée ne peut pas rester. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, ça ne marche plus. Justement, c'est intéressant ce que vous dites, qui on peut accueillir, qui on ne peut pas accueillir. Au fond, est-ce que l'une des difficultés de la France à traiter cette question de l'immigration, c'est pas d'en avoir fait une question passionnelle, alors que c'est une question technique, presque? Vous avez raison, parce que dès qu'on aborde ce sujet-là, on est tout de suite taxé ou de racisme. Mais bien sûr, voilà, bien sûr. Alors que tout le monde comprend qu'aucun pays au monde qui laisse passer tout le monde, etc. Bien sûr. Alors qu'aucun pays, oui, mais pardon, c'est souvent une accusation de la gauche dès qu'on aborde ce thème-là. C'est rarement la gauche des chiquiers politiques qu'on nous dit. Vous plaît pas. Mais non, mais oui, c'est rarement la gauche qui nous dit faut faire quelque chose sur l'immigration. Par contre, dès qu'on veut faire quelque chose, il y a eu des discours de Jospin, qui ont été critiqués par leur camp d'ailleurs à l'époque et même récemment. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que n'importe quel pays a le droit de choisir qui veut accueillir et de reconduire ceux qui n'ont rien à faire là. Qu'un étranger qui, par exemple, se rend coupable d'un crime ou d'un délit, ne soit pas automatiquement expulsé à l'issue de sa peine, ça n'est pas possible, ça n'est pas entendable. Parce qu'évidemment, encore faut-il trouver le pays vers lequel l'expulser qui n'en veut généralement pas. Bien sûr, vous avez raison, il y a des difficultés en chemin. Il y a des difficultés quand même. Enfin, voilà, dont les jurisprudences dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas simplifier trop. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un problème complexe et technique, à mon avis. Oui, mais il y a aussi un sujet de volonté politique. Et je n'ai pas le sentiment que chez Emmanuel Macron, sur ces sujets-là, de l'immigration, mais du régalien, de la sécurité en général, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une grande volonté politique. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Un mot sur vous. Vous êtes né au Maroc, à Casablanca. Vous êtes arrivé en France, vous avez 17 Tout à fait. Pour intégrer les classes préparatoires, c'est ça, à Versailles? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui reste en vous de votre enfance? Alors c'est intéressant que vous me posiez cette question, Patrice Camus, parce que certains me disent parfois sur les réseaux sociaux, notamment effectivement toujours certains comptes anonymes de la France insoumise, m'attaquent en me disant, mais vous voyez, il veut maîtriser les flux migratoires, mais il est lui-même issu de l'immigration. Mais précisément, moi je souhaite qu'évidemment les gens puissent venir régulièrement en France pour étudier. Je suis venu comme un étudiant, être naturalisé s'ils remplissent les critères, s'ils font preuve de leur assimilation, etc. Mais il n'y a aucun immigré, aucun enfant issu de l'immigration, aucune personne qui aime sincèrement la France, qui a envie que n'importe qui puisse venir dans n'importe quelle circonstance et rester quoi qu'il fasse et quel que soit son comportement. Ça ne marche nulle part. Et donc je me sens aussi une responsabilité pour dire précisément que avec mon histoire particulière, j'assume de dire que ce pays a une culture qu'il faut s'approprier, des règles qu'il faut s'approprier, des lois qu'il faut respecter, et bien sûr qu'il faut donner sa chance à chacun à partir du moment où ces conditions sont remplies. C'est pour ça que je vous dis, il faut choisir qui on veut accueillir et il faut reconduire ceux qui n'ont rien à faire en France. Et donc, moi j'assume totalement ce discours-là qui au contraire me donne, je pense, une responsabilité sur tous ces sujets-là que je connais particulièrement bien. Vous avez la double nationalité ? Alors moi je suis né au Maroc, je suis né marocain et ensuite seulement j'ai été naturalisé, je suis devenu français, et j'ai choisi évidemment de consacrer tout mon engagement à ce pays qui m'a beaucoup donné. Vous savez, moi il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'étais un étudiant, je ne connaissais personne dans le monde politique, je venais d'être naturalisé et j'ai eu la chance de faire le parcours que j'ai pu faire. Oui, donc on ne vient pas me dire que ce n'est pas possible. On ne vient pas me dire que ce n'est pas possible, qu'on ne vienne pas me dire qu'on est dans un pays là aussi structurellement raciste. Je suis vice-président de la région
Île-de-France depuis maintenant 8 ans. Dans ma famille, personne n'était français, personne ne faisait de politique. Donc vous voyez que c'est ce modèle-là que je veux défendre. Ça suppose aussi d'être capable d'un discours de fermeté et d'assumer certaines convictions. Vous avez été un très brillant élève au Maroc, non? Moi, j'ai toujours été j'ai grandi dans une famille où on considérait que les études c'était important et que l'effort était récompensé. Moi, j'ai des parents qui m'ont toujours dit qu'en France, eh bien, quand on étudie, on réussit. Voilà, donc j'ai passé mes concours, j'ai intégré donc HEC. Vous voyez que comme je suis attaché aux Yvelines aussi, j'ai fait mes classes préparatoires à Versailles. À Versailles, HEC, je sais qu'il est dans les Yvelines. Aujourd'hui, 50 ans en Yvelines. Et puis après, vous entrez assez vite en politique quand même, hein, juste après HEC, quoi. Oui. Alors j'étais président du bureau des étudiants d'HEC. J'ai été élu à cette responsabilité-là. Et donc j'étais déjà d'un naturel très engagé. Et j'étais à la fois préoccupé déjà de la tournure des choses en France, et je me sentais que je devais rendre un peu ce que ce pays m'a donné. Alors j'ai d'abord créé une entreprise dans le logiciel que j'ai revendu, et maintenant je me consacre à cet engagement politique. Mais en l'occurrence, j'ai toujours pensé qu'il fallait effectivement qu'on s'engage, parce que les choses ne se font jamais d'elles-mêmes. C'était quoi, 2014 à peu près, hein 2012, début de mon engagement. Enfin, c'est l'élection de Ma Hollande, première quoi. élection, c'est 2014 à Trappes. Oui, première campagne. Grâce à laquelle on fait basculer 50 ans en Yvelines, avec évidemment tous les maires de toutes les villes de droite. Et pourquoi le choix de la droite alors ? Parce que je crois au mérite, à la responsabilité individuelle. Je crois qu'on ne construit rien sur le désordre. Je crois que cette idée absurde que l'argent public pousse sur les arbres et qu'on va continuer à financer un modèle social toujours plus généreux alors qu'on ne produit plus suffisamment, je pense que ce sont des grandes démagogies, et que la gauche a beaucoup imposé ces thèmes pendant longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui on a besoin d'une droite qui est en capacité de mener cette bataille culturelle. Et je n'ai jamais regretté mon engagement à droite, quelles qu'aient pu être les difficultés. Oui, moi je suis fidèle, j'ai jamais quitté ma famille politique, mais parce que je pense que le pays a besoin de ce discours-là et de ces solutions-là. Alors on va, pour terminer, vous montrer quelques photos, et puis vous allez choisir. Alors il y a 2 ou 3 photos, et vous choisissez où quoi. Hein, non, vous m'inquiétez, Patrice. Regardez. Alors on va commencer par une première photo. Voilà. Alors il y a Trappes, et puis il y a le conseil régional. Alors, je vais choisir facilement, je vais choisir Trappes. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce que vous avez là, c'est l'ancien siège du conseil régional, puisque maintenant nous sommes à Saint-Ouen. Oui, donc je ne peux pas choisir l'ancien siège. Oui. Parce que vous le savez, avec Valérie Pécresse, on a déménagé. Oui, siège de la région, ce siège nous coûtait très cher. Et on a déménagé en dehors de Paris. Dans le 93. Hein. On est en Saint-Ouen, effectivement. On a fait une grande économie là-dessus. Et puis Trappes m'a énormément appris. C'est une ville à laquelle je serai toujours attaché, parce que j'ai fait mes armes, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de coups aussi, mais ça fait partie aussi d'un engagement politique, et je suis fier de pouvoir dire que j'ai toujours tenu le même discours, celui que je vous tiens là, qui est le même que celui que j'ai toujours tenu à Trappes, quelles qu'aient pu être les difficultés. Deuxième photo ? Allez. Ah, Pierre Bédier, Valérie Pécresse. Alors Pierre Bédier, à qui vous allez peut-être succéder, et Valérie Pécresse, qui vous a nommé, dont vous êtes très proche, quoi. Vous êtes taquin, Patrice Carmouze. Non, mais écoutez, évidemment, je travaille. On sait qu'ils s'entendent pas forcément très bien, quoi. Je travaille au quotidien avec Valérie, et depuis maintenant presque 10 ans. Elle a été une des premières à m'accorder sa confiance. Et voilà, donc évidemment, je travaille avec elle au quotidien. Mais je veux vous dire vraiment, et en faisant cette candidature, j'ai été voir évidemment Pierre Bédier. Je lui ai écrit aussi, je ne suis candidat contre personne. Voilà, je pense qu'on meurt des divisions stériles, des guerres du passé, qu'on n'a plus les moyens de se diviser dans notre état de faiblesse, et donc vous n'aurez pas de ma part la moindre attaque personnelle, la moindre polémique stérile jusqu'au bout de cette élection, parce que demain, il faudra reconstruire tout ça. Et par contre, je suis déterminé à le faire dans la clarté des convictions, ça me paraît important. Une autre photo ? Allez, une dernière. Ah oui, 2 personnalités des Yvelines. Yael Braun-Pivet, qui est président de l'Assemblée, et Aurore Berger, qui est ministre depuis quelques mois. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas vocation à arbitrer entre des personnalités qui ne sont pas de ma famille politique. Je vais quand même choisir la présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'au moins Aurore Berger était chez nous, elle est partie, oui. Et je comprends qu'on puisse partir, mais je trouve que les gens qui ont une rectitude dans les idées, qui assument la droiture, à ma connaissance, Yael Braun-Pivet n'a pas varié, même si j'ai avec elle énormément de divergences, eh bien au moins je veux saluer de manière républicaine, et surtout le fait qu'elle subisse des attaques. Je veux le dire, absolument terrible, notamment depuis son déplacement en Israël. Je trouve que voilà, il faut la défendre. C'est pour ça que je la cite. On a quelques autres photos, allez. Ah oui, alors... Non mais, Patrice Carmouze, je vais vous dire une chose là-dessus. Le piège dans lequel on essaie de nous enfermer, c'est précisément d'avoir à choisir alors que nous avions vocation à défendre nos propres idées. Donc je vais faire quelque chose sur ce plateau qui peut-être va choquer du monde. Je ne choisirai pas
sur cette photo-là. Parce que moi, mon objectif, c'est qu'à droite, on soit présent demain, eh bien, au même niveau de popularité, au même niveau d'affiche. Mais je veux vous dire que je tiens Emmanuel Macron pour responsable de la situation du pays et pour responsable, y compris du score de Marine Le Pen, qu'il a installé comme seule alternative. Donc il y a un moment, l'histoire du barrage républicain, si les digues ont cédé, c'est parce qu'il y a des gens qui, par cynisme, en ont fait un instrument électoral. Et moi, je pense que culpabiliser les électeurs et donner des consignes de vote, ça ne marche plus, ça ne marche jamais. La dernière élection présidentielle l'a prouvé. Je pense qu'on a besoin d'une droite qui sorte un peu de cette tyrannie qu'on essaie de nous imposer en nous forçant à choisir un camp. Moi, mon camp, mon seul camp, ça a toujours été la droite et ça le sera jusqu'au bout. Alors bon, on continue, allez, encore une ou deux photos. Ah justement. Mais vous voulez pas me mettre des gens des Républicains? On a des talents aussi dans la famille politique. Si j'aurais pu vous demander Laurent Wauquiez ou David Disney, par exemple. Non, mais au moins vous me mettez au moins des deux là-dedans. Parce que c'est possible qu'un de ces trois soit le candidat un peu de la droite en 2027. Non, ça n'est pas possible. Non. Ça n'est pas possible. Monsieur Philippe, que je respecte, il a signé les décrets de fermeture de Fessenheim. On parlait de nucléaire de tout à l'heure. Donc il faudra quand même m'expliquer comment on peut être le candidat de la droite quand on a soutenu, accepté, avalisé des décisions aussi contraires à l'intérêt du pays et aussi contraires à ce qu'on pensait, à ce qu'on pense à droite. Je pense que M. Darmanin a malheureusement un très mauvais bilan en tant que ministre de l'Intérieur. Je pense que M. Le Maire est le responsable de ce chéquier en bois massif qui est aujourd'hui dans les mains de l'État à force de multiplier les dépenses publiques. Ils ont tous accepté de siéger. Vous n'auriez pas fait le quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid ? Mais le problème, c'est que le quoi qu'il en coûte a coûté beaucoup plus cher que dans d'autres pays et qu'il ne s'est jamais arrêté. Oui, mais il ne s'est jamais arrêté le quoi qu'il en coûte. Il y a eu quand même des résultats. Non, mais d'accord, mais les Allemands aussi ont fait le quoi qu'il en coûte qui leur a coûté 3 fois moins cher. Et puis pardon, à côté de ça, il n'y a jamais eu de réforme structurelle. Jamais l'État n'a fait d'économie. On a le record des dépenses publiques, le record des prélèvements obligatoires et le record de la dette. Donc ça veut dire que ce pays aujourd'hui n'est plus géré comme il le faut et Bruno Le Maire porte une lourde responsabilité là-dessus. Ils ont tous accepté de siéger aux côtés d'Éric Dupond-Moretti qui n'est pas vraiment de droite, de Pape Ndiaye qui ne portait pas vraiment une politique d'éducation nationale de droite comme on l'aimerait. C'est en même temps, non ? Oui, mais là en même temps, nous a coûté cher à ce pays, ils en sont tous complices. Allez, une dernière photo pour la route. Ah, c'est Dupont ou Mbappé ? C'est-à-dire le rugby, le football ? Non, mais je vais choisir le rugby. Je vais choisir le rugby parce que j'aime bien les valeurs qui sont véhiculées. Et puis, attendez, on vient de sortir de la Coupe du Monde, donc je veux dire, c'est le moment ou jamais. Dommage, ça s'est bien passé. Oui, mais ça s'est bien passé. On a été en capacité d'accueillir cet événement. Absolument. La région y a beaucoup contribué, a beaucoup financé la Coupe du Monde de rugby. Et donc, allez, pour le geste et pour le sport, le rugby. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et je rappelle donc l'élection. Enfin, ça ne concerne que les adhérents à jour de cotisation de LR auront lieu les 26 et 27 novembre prochains. Merci beaucoup. Merci.